Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, désormais disponible sur le bouquet Canal Plus Afrique, canal 573, et en France sur Free Canal 426. Et bienvenue dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Réélu en décembre 2023, le désormais ancien président malgache Andry Rajoelina avait fait ou laissé massacrer des dizaines de ses compatriotes pensant étouffer la révolte populaire. Mais mal lui en pris, sa propre armée a fini par se ranger du côté des manifestants et lui a fait perdre le pouvoir. Vos populi, vos dei, la voix du peuple est la voix de Dieu, et Andry Rajoelina l'a pris à ses dépens. L'homme fort qui dirige désormais la Grande Île s'appelle Michael Randrianirina, un colonel de l'armée malgache investi le 17 octobre dernier. Retour dans cette émission sur une crise qui a coûté le pouvoir au président. Mais quelles étaient les causes profondes de la révolte populaire et quels sont les grands défis du nouveau pouvoir à la tête de Madagascar? 4 malgaches avec moi pour en parler. Lala Hengo Razaonarizo, vous êtes membre de l'Union internationale de la presse francophone. Vous êtes également membre de la plateforme Diamas. C'est une plateforme qui était dans la communication profit de l'ancien président malgache. Merci. Donc vous êtes un grand soutien. Je suis un grand soutien. Donc vous êtes un grand soutien. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation pour revenir sur la crise qu'a connue votre pays, Madagascar. Mami Andria Nazitera, vous êtes économiste, entrepreneur, président fondateur de 2M Consulting, une entreprise spécialisée dans la formation et l'accompagnement en entrepreneuriat. Vous êtes également très impliqué dans la recherche et le développement des plantes médicinales. Vous êtes par ailleurs dans l'économie et la finance internationale. Vous êtes un homme en colère quand un dirigeant ne fait pas la volonté du peuple, ne fait pas ce pourquoi il est élu. On en parle au cours de cette émission. Merci. Ce sera avec plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Grégory Sileni, vous êtes analyste politique, grand connaisseur du jeu politique et de l'histoire politique de votre pays, Madagascar. Merci. Ancien conseiller diplomatique, êtes-vous également. Merci d'avoir accepté notre invitation. Arijon Tanzona, vous êtes vous journaliste, historien, diplômé de l'Institut d'études politiques. Vous êtes également un fin connaisseur du jeu politique malgache. Merci d'avoir accepté notre invitation. Après son exfiltration de Madagascar, le président malgache pensait rester maître du jeu politique en prenant un décret portant dissolution de l'Assemblée nationale. Mais les 131 députés réunis le 13 octobre 2025 ont tout simplement déjoué la parade politique viciée du président en votant sa destitution à 130 voix contre une et légitimant ainsi la prise du pouvoir par les militaires. Écoutons ce petit extrait avant notre débat. En application de l'article 49 de la Constitution, l'Assemblée nationale siège en session extraordinaire afin de prononcer l'affaissement définitif du président de la République en raison des incompatibilités manifestes entre ses fonctions de président de la République et d'autres activités réalisant son mandat, de nature à porter atteinte à l'unité de la nation ainsi que la souveraineté nationale. On a pris le pouvoir. Ça, c'est le palais présidentiel. On dissout à partir d'aujourd'hui le Sénat, le HCC, la HCC, la HCJ et la HCDDED. L'Assemblée nationale, on la laisse travailler, continuer à travailler. Madame Rajoelina, ça peut paraître anecdotique. Je l'ai dit, vous êtes un soutien de l'ancien président malgache. Oui. Comme je l'ai dit, ça peut paraître anecdotique. Il est à l'étranger et il prend un décret pour dissoudre l'Assemblée nationale. Ce n'est pas du tout anecdotique et rien dans la Constitution ne dit qu'il ne peut pas le faire. Par contre, je voudrais quand même signaler... Avait-il le cachet? Non, je voudrais quand même signaler plusieurs entorses à la Constitution pour en arriver là. Déjà, la première chose, c'est qu'un député n'a aucune prérogative pour convoquer les gens, pour destituer un président.
Et tout ça aussi, il doit y avoir en fait une règle de procédure qui n'a pas été respectée. Donc quand on commence à dire que ça a débuté par une demande du président de l'Assemblée. Oui. Il s'est fait élire président de l'Assemblée Ça ne fait nationale. pas partie de ses prérogatives de convoquer une assemblée? Non, la Constitution dit clairement en fait qu'il faut une règle de procédure pour faire ce genre d'action. Et l'Assemblée nationale n'a aucun pouvoir pour destituer un président qui est élu au suffrage universel direct. Ça appartient à la Haute Cour de justice et seule la Haute Cour de justice peut se prononcer là-dessus, ce qui n'a pas été fait. Donc tout démarre à partir d'une madagascarade. On va commencer par le commencement. D'accord. Le décret pris par le président, était-il un décret régulier? C'est un décret régulier parce qu'il y avait le tampon qui a été mis en fait lorsqu'il a fait l'ampliation. Donc sur le décret, voilà, pour enregistrer ce décret, il y a toute la procédure qui a été respectée, il y a les signatures qui figurent sur ce décret. Ensuite, ce décret a été pris 2h30 avant en fait que le président de l'Assemblée nationale convoque les députés pour pouvoir destituer un président. Et le fait qu'il n'ait pas été physiquement présent sur le territoire malgache n'avait aucune importance. Il n'y a rien qui dit dans la Constitution qu'il ne peut pas le faire d'où il est. Quand il part en mission quelque part, il peut le faire. Ensuite, il y a une chose aussi, je reviens sur ce que vous avez dit. Oui. Je reviens sur ce que vous avez dit dans votre présentation, comme quoi le président a laissé massacrer. Tout le monde parle de 22 personnes massacrées à Madagascar. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais je vais vous dire une chose. Le président a appelé à une consultation, à une concertation avec la GNZ, avec tout le monde. Il n'a pas intérêt à ce que ça dégénère. À qui profite le crime quand on dit que c'est le président? Est-ce que le président va dire écoutez, tirez sur tout le monde pendant que je les appelle? Mais ils sont morts comment, vos compatriotes? Les 22. Il y a des gens qui ont été payés. Il y a beaucoup de choses qui se font à Madagascar. Pour tuer des manifestants? Il y a des gens qui ont été payés. Il y a quelques rares personnes qui ont en fait été payées pour pouvoir... pour commettre ces crimes, pour assassiner des manifestants? Pas pour commettre des crimes, mais pour pouvoir en fait, comment dire ça? D'accord. Fomenter des révoltes. Et là, en fait, malheureusement, ça a débouché sur ça. Le président est victime d'un complot. Et là aussi, pareil, on oublie quand même que les forces de l'ordre, les premières images, en fait, de ces événements, les forces de l'ordre fuyaient parce que les manifestants lançaient des pierres. Ça, c'était la première image qu'on avait vue. Après, ça a été modifié, arrangé. Donc, voilà. Il faut que les non-malgaches qui nous suivent comprennent ce qui s'est passé dans votre pays. C'est très important. C'est pour ça qu'il faut aller méthodiquement et pas à pas. Votre compatriote dit la Constitution ne donne pas le droit à l'Assemblée nationale. Les 130 députés, les 129 députés qui ont destitué le président, l'ancien président, n'avaient pas pouvoir de le faire. Oui, effectivement, au niveau de la Constitution, ça peut être le cas. Mais le problème, c'est qu'on a piétiné la Constitution depuis des années. Donc, comment on peut se permettre de dire telle partie de la Constitution n'est pas respectée, alors que soi-même, on ne l'a pas respectée? Donc, ça va de soi que la valeur de la Constitution, chacun le mène à sa sauce. C'est quand même les règles qui régissent le fonctionnement d'un État. Non, on ne peut pas dire ça. Non, à partir du moment où c'est prévu dans la loi de la presse. C'est-à-dire qu'on peut exprimer dans la rue, et pourtant on l'empêche. Au fond, si on s'en tient à ce que vous dites, oui, constitutionnellement, oui, André Ajoël est encore le président de Madagascar. Au niveau de la Constitution. Au niveau de la Constitution. Oui, mais si on respecte la Constitution. Comme la Constitution n'a jamais été respectée par tous les présidents qui sont passés. À commencer par lui-même. Bien sûr. Ouais. Je ne pense pas que ça soit... Alors, voilà. En 2009, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y avait Ravalman qui était président. Oui. Et on l'a destitué avec justement le même CAPSAT, avec l'armée, et c'est pas du tout constitutionnel. Et c'est un problème. Oui, je te laisse parler. Ouais, mais déjà, la HCC n'a pas vraiment pris en compte cette question de destitution par l'Assemblée nationale, mais la décision prise par la HCC, c'était la décision numéro 10 du 14 octobre 2025, c'était sur requête aux fins de résolution sur une sortie de crise. Il y a déjà une requête qui a été déposée par l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, qui est actuellement devenu président de l'Assemblée nationale, Kenny Randjena Soulniek. Et la décision de l'HCC est basée sur cette requête.
Et La requête a été déposée le 13 octobre, pas le 14. La requête était déposée le 12 octobre. Et ce qui était marqué dessus, c'était... le 14 octobre. Non, ce qui était marqué dessus, c'est des... À la crise. Ce qui peut être surprenant, Grégory Sileni, vous êtes, Sileni, pardon, vous êtes journaliste, analyste politique, les 129 députés là, qui disent avoir destitué le président, ils ne connaissent pas la constitution de votre pays, ils ne savent pas que la constitution ne leur en donne pas le droit? Non, mais de toutes les façons, il y a plusieurs choses. Si on regarde d'un point de vue constitutionnel et juridique, c'est bancal des deux côtés. Fondamentalement, ce qu'on peut dire de manière factuelle, Hans Rajön a été réélu en 2023 pour un second quinquennat. Ça, il n'y avait pas de remise en question à ce niveau-là. Oui. Après, on a bien vu finalement dans cette période, parce que c'est une gestion de crise pour le président Hans Rajön et son équipe, et il n'a pas réussi à gérer cette situation de crise. Et on a bien senti en fait, les choses se jouaient on va dire en background, et nous on ne voyait pas. Et certainement, il avait été informé qu'il y avait une destitution qui lui était visée. Et lui, il agit très rapidement. Et comme vous l'avez dit justement tout à l'heure, un document, pas de cachet, pas de signature, et surtout, qui ne passe pas au Conseil des ministres, sachant qu'il n'y avait même plus de gouvernement, puisqu'il n'y avait que trois ministères régaliens qui avaient été nommés. Donc forcément, tout est bancal. Alors après, oui, là, on retourne dans quelque chose, je pense, qui n'est pas voulu par la Gen Z et par la population malgache, c'est les discussions partisanes. Et on va dire justement, parce que comme je vous dis, c'est bancal des deux côtés. Donc forcément, on peut trouver des arguments juridiques aussi bien du côté du régime, l'ancien régime, que des opposants. Mais ça ne tient pas la route. Et je pense aussi, je vais en finir là, oui, c'est que ce qui s'est passé avec le CAPSAT, ce qui s'est passé avec les opposants, et avec les acteurs... C'est le régiment de l'armée qui est aujourd'hui au pouvoir, on va dire. Exactement, les acteurs politiques, ils avaient bien évidemment le précédent de 2009, et leur objectif, c'était que cela ne passe pas par un coup d'État. Parce que si c'était reconnu comme un coup d'État, on sait ce qui s'est passé en 2009, les répercussions sur le plan économique, sur le plan même dans le concert des nations et sur le plan international. Donc eux, l'objectif, c'était que ça ne soit pas reconnu comme un coup d'État. Donc il fallait avoir un assentiment de la HCC, un assentiment avec les députés, et voilà le résultat que ça produit et que ça donne. Et pourtant, le président a bien dit, enfin, votre président, pas le mien. Ah, vous ne le reconnaissez pas? Ah non. En fait, c'était bien marqué, la HCC, c'était marqué sur les papiers, les documents de la HCC, chef d'État par intérim. Et tout d'un coup, c'est devenu président de la République. On ne fait pas une investiture pour un chef d'État par intérim. Donc, je suis désolée, mais... Donc, l'investiture ne compte pas, ça n'a aucune valeur légale. Comme le dit Grégory, c'est bancal peut-être des deux côtés, mais en tout cas, ça part à partir du non-respect de la Constitution dès le départ. Donc, en plus, il a bien dit, c'est un coup d'État. Regardez bien toutes les vidéos qui sont passées. Il avait accepté, il avait dit, oui, c'est un coup d'État. Ensuite, il a dit, comment dire ça? On enlève toutes les... On dissout. Oui, dissout. On dissout, pardon. On dissout les institutions... Les institutions de la République. Sauf l'Assemblée nationale. La HCC. Parce que c'est l'Assemblée nationale qui l'a mis à sa place. Ah, c'est pour ça qu'il n'est pas... Le président de l'Assemblée nationale est allé 45 minutes discuter, en fait, dans son truc avant, donc dans son... Comment on appelle ça? Sa caserne avant. Sur le plan légal, l'actuel président de Madagascar n'a aucune légitimité. De toute façon, pour avoir une légitimité, il faut être élu par le peuple pour être président de la République. Oui, c'est ça. Mais donc là, constitutionnellement, c'est un chef d'État par intérim pour une transition. Il n'a pas été élu par le peuple, donc il ne peut pas dire je suis président. C'était le cas en 2009. C'est exactement pareil en 2009. Quand il a pris quand il a mené la révolution populaire, qui a conduit à un coup d'État, c'est les mêmes éléments de CAPSAT qu'il a fait monter au pouvoir. Et c'est les mêmes éléments qu'il a destitués il y a 16 ans plus tard. Il faut dire les choses clairement, y compris dans leur gravité. On a bien compris la position de votre compatriote. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez accepté? Est-ce que la crise était telle qu'il fallait un dénouement? Est-ce que la prise du pouvoir par les militaires est quelque chose que vous avez accepté, que vous comprenez? Je commence par vous. Accepter, disons, en ce qui me concerne, oui. Pour quelle raison? Pour la simple et bonne raison, c'est que depuis des années, on s'est rendu compte qu'il y a une dégradation, pas de respect du tout, ni de la loi constitutionnelle, ni des lois normales.
Et donc, à partir de ce moment-là, comment on peut se dire « Ah, ça, c'est pas constitutionnel, alors que moi-même, je ne l'ai pas respecté ». Oui. Et donc, à partir de ce moment-là, en tant que patriote, et en tant qu'aime son pays, et il n'y a pas de conviction personnelle. Je dis j'aime ou je n'aime pas un tel. Oui. Mais simplement, la situation est telle qu'aujourd'hui, il faut tout changer de système. C'est le système aujourd'hui qui est pourri. Donc c'est le pourrissement du système qui vous amène à admettre et à accepter que les militaires prennent... Et ils vous inspirent confiance, les militaires? C'est-à-dire, est-ce que... Ah oui, je sais, la question... Quand on regarde un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, donc les militaires, ils sont 5, soi-disant, donc en tant que responsables de l'État. Hein. Il y a le colonel, et puis 3 autres colonels, et un lieutenant-colonel. Non, c'est des généraux. Voilà. Non, c'est des colonels. Ce sont tous des colonels, et puis un lieutenant-colonel. D'accord? Et à partir de ce moment-là, quand vous voyez que le système, depuis 2002, ne fonctionnait pas comme il faut, chaque président qui est là fait comme il l'entend, comme il a envie de faire. Vous voyez? Et quand vous voyez la pauvreté qu'il y a, et que moi-même j'ai vécu puisque je travaille avec... On reviendra sur les causes profondes de la révolte populaire dans la deuxième partie de notre émission. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième partie de notre émission. À tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à Madagascar, la grande île qui a connu un changement de pouvoir en octobre dernier. L'homme fort du pays s'appelle désormais Michael Randrianirina. Il a été investi le 17 octobre dernier et tient désormais les rênes du pouvoir. Mes invités sont avec moi très rapidement. L'analyse politique, je m'adresse d'abord à l'analyse politique qui est avec nous. Ça peut être désespérant pour l'Afrique. On est au milieu de 2 illégitimités, de 2 crises de légitimité, et où on trouve finalement le salut chez les militaires. Quelle analyse vous faites de cette situation? Est-ce que c'était ça la solution? Est-ce que vous aussi, vous voyez de bon œil le fait que les militaires aient pris le pouvoir en octobre dernier dans votre pays? Dans votre question, Richard, vous soulevez plusieurs choses. La première, c'est qu'il y avait des revendications du peuple, et ces revendications, je pense, elles sont incontestables. Manifestement, le président Nzarajeune a failli sur un certain nombre de choses, les besoins les plus élémentaires, l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau. Quand vous avez 36% de votre population qui a accès à l'électricité, c'est famélique et ce n'est pas c'est inacceptable. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que il y avait quand même des revendications, et il y avait aussi quelque part une idéologie dans la Gen Z. Parmi la Gen Z. La Gen Z a dit qu'elle ne voulait pas de leadership parmi les jeunes. La Gen Z, précisez, hein, c'est le mouvement qui a porté les révoltes populaires qui ont conduit à la chute du pouvoir. Et donc je pense d'ailleurs, le fait est qu'ils ont voulu privilégier un mouvement horizontal et non vertical, ça a été une grande difficulté pour Nzarajeune parce que du coup, ils n'avaient pas d'interlocuteur à qui s'adresser pour pouvoir pacifier les choses et trouver une solution. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'est envenimé, on en est arrivé à cette situation-là. Après, vous savez, quand on analyse la situation de manière politique, on est obligé de regarder ce qui s'est passé au cours de notre histoire. Oui. Madagascar a subi des crises, ce n'est pas la première, 72, 91, 2002, 2009, et il y a toujours eu ce cycle
un cycle qui, justement, a toujours abouti à cette alternance par une insurrection populaire. La première transition démocratique, elle a lieu uniquement en 2018 entre Erazoner Mampian et Hans Razwen. Donc ça, on est obligé d'en prendre en compte. Et je pense qu'il y avait des signes avant-coureurs pour Hans Razwen, puisque on sait très bien ce qui s'est passé en 2023. Il y a eu l'affaire sur la double nationalité, bien sûr, où les opposants n'ont pas voulu se présenter dans une grande partie, et il a été élu avec une forte contestation. Et tout ça, finalement, ça pouvait ressurgir à un moment ou à un autre. Et ça a été le cas avec la jeunesse et cette Gen Z. Madame, on pourrait dire que la question de la double nationalité est anecdotique. Voilà. On pourrait même dire ça. Partons du fait que ça n'a pas d'importance. Surtout qu'il y a plusieurs membres de l'actuel gouvernement qui ont la binationalité. D'accord. Donc pourquoi avoir fait une loi pour une personne si ce n'est par crainte qu'ils reviennent au pouvoir? Okay. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, et votre compatriote l'a dit, il y avait des signes avant-coureurs. Donc au commencement de l'histoire, il y avait la sourde oreille du président dont vous êtes le soutien. Non, c'est pas. Non, je refute cette idée de sourde oreille. L'accès à l'eau, l'accès à l'électricité. Voilà. Je vais vous dire une chose déjà. En fait, si on revient sur l'histoire, s'il vous plaît, c'est que tous les réseaux qui ont été bâtis actuellement ont été faits en 1960 pour 750 000 personnes. Actuellement, on compte 30 millions de Malgaches. Donc, il n'y a pas d'opération du Saint-Esprit. Il aurait fallu, en fait, que chaque gouvernement avance et fasse des travaux de réfection des réseaux, ce qui n'a pas été fait. Effectivement, si Ratsirak a dû faire, Ratsirak a fait. Piège Razwen, parce que lors de la campagne électorale... Il a promis. Il a promis. Voilà. Il a promis beaucoup de choses. En fait, il a promis l'accès à l'eau et à l'électricité. Pas que l'accès à l'eau et l'électricité. Oui, non, mais ça, c'était un des discours, sans voir en fait l'énormité de la tâche. Il a commencé à travailler. Mais il le savait, ça fait des années qu'il est au pouvoir. Mais tout dépend aussi en fait des finances. Mais c'est lui-même qui a déclaré en 2018 qu'il dispose déjà des fonds nécessaires. Pour en revenir à la finance, moi-même, c'est-à-dire je suis dans comme on appelle ça, dans l'accès à l'eau et à l'électricité et l'autosuffisance alimentaire. Donc j'ai été amené à fréquenter un petit peu l'État du temps de Razwen. Et je vous assure, ce qui les intéresse, c'est se remplir les poches, mais non pas le bien-être de la population. Malgré les promesses. Oui, puisque moi-même, je travaillais avec un fonds d'investissement, qu'on appelle ça ESG, environnemental, social et gouvernance. On gère 2 milliards de dollars. Et on a fait un don de 200 000 € pour un hôpital dans le Sud. Qui n'a jamais été construit. C'est-à-dire, je l'ai fait moi-même, mais ça payait de ma poche, puisque c'est resté pendant 4 mois à la douane. Alors que c'est un don qu'on avait fait et signé avec le président et tout le reste. C'est-à-dire tout ce qui se trouve. Il vous demandait quoi? Le dédouanement? C'est pas le président. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous dites que c'est le président. Mais vous savez très bien que toutes les institutions et les administrations de Madagascar, il y a des pourris. Oui, Monsieur le président ne peut pas voir qui fait quoi. Il faut engager. Comment fonctionne Madagascar. Il faut engager une lutte sans merci contre la corruption. Déjà, il faut commencer à la base. Il faut commencer. Parce que comment dire ça? La corruption a été institutionnalisée depuis, je vais dire 75. On est d'accord. Donc c'est pas du fait du président, c'est du fait des administrations aussi et des personnes haut placées, comme vous dites. Le président a bien dit la dernière fois quand il a changé les ministres, je veux des ministres qui travaillent, pas des ministres qui construisent des villas. Ça veut tout dire. Oui, mais ça, c'est actuel. Alors, ce que vous dites, c'est que ce n'est pas un problème de manque de moyens. Non, on a des financements, on appelle le SG, c'est des milliards. Et ces gens ne demandent qu'à financer des projets. Tout ça, c'est lié par rapport au risque après. C'est-à-dire comment éviter le risque. Oui. Si on ne peut pas l'éviter, comment on va le réduire. Et si on ne peut pas le réduire, comment on va le compenser. Et c'est tout ça. Il y a des milliards et des milliards de dollars qui sont là et les investisseurs n'attendent que ça. Monsieur Deveau, c'est difficile à comprendre. C'est surtout cette question de l'accès à l'électricité. Si c'est la société eau électrique de Madagascar, c'est un peu vache à lait des dirigeants successifs. Parce qu'entre les corruptions, l'attribution des marchés, les questions d'achat de carburant, parce qu'à Madagascar, là-bas, je dirais la majorité de l'électricité fonctionne encore centrale thermique. Et il y a des milliards en jeu pour l'achat des carburants.
sachant pertinemment que la question de la transparence, aussi redevabilité envers les citoyens, avec la population, ça n'existe pas. Et surtout, il y a quelques années, il y a l'ancien directeur général de Jirama que lui, il s'est exilé, c'est pas ici en Europe ou quelque part, mais il y avait des malversations financières compte des milliards. Des milliards. Des milliards. Oui. Ils se partagent des primes colossales. Mais même maintenant, je vais dire le président, si vous vous souvenez bien, tout au début de son mandat, il avait fait un audit à la Jirama. Il avait signalé, il y avait 5 machines à la Jirama, mais il n'y avait que 3 machines qui travaillaient. Il y en avait 2 qui ne travaillaient pas, mais on payait quand même pour ces machines-là. Et c'est là le problème, si vous permettez, le problème qu'il y a, disons, puisque je suis là-dedans, j'ai travaillé avec la Jirama, j'ai travaillé avec le ministère de l'eau, le ministère de l'électricité. Et quand vous faites vraiment un vrai audit, c'est-à-dire prendre la base, où est-ce que ça a commencé? Le commencement, déjà c'est quand on a privatisé la Solima, ça c'est la première des choses. Et là-dedans, il y a une communauté qui gère, qui maîtrise tout ça. Une communauté, ça veut dire quoi? C'est-à-dire une communauté ça s'appelle ça les Karanas chez nous, en Madagascar. D'accord? Le problème qu'on a, nous, en général en Afrique ou même dans le monde, on n'ose pas nommer les choses. Et quand on ne nomme pas, on ne peut pas agir. Il y a des leviers de l'économie malgache qui échappent aux Malgaches. Je vais vous donner par rapport... Les grands leviers appartiennent à des groupes en fait, étrangers. D'ailleurs, il avait signalé ce même jour quels étaient les groupes qui travaillaient donc à la Jirama et qui détournaient, entre guillemets, le fait de ne pas utiliser les 5 machines, mais uniquement 3 et de faire payer 5. Il avait cité des noms à ce moment-là. Et c'était connu, la situation était connue. Je vais connue. revenir à Richard, très rapidement. Hein. Je vais en revenir sur parce que comment on a coupé les choses. Disons, si vous voulez, au niveau des groupes électrogènes qu'il y a, la Jirama, au lieu de l'acheter, confie ça à des entreprises privées qui, par exemple, qui dit, voilà, on vous facture, je donne un exemple, 1000 MW sur le groupe électrogène. Mais ils ne fournissent que 500. Mais on paye toujours on paye pour 1000 MW. Et pour faire fonctionner ces groupes électrogènes, on achète le pétrole dont on a besoin, les carburants, auprès de ceux qui ont acheté quand même le matériel. Voilà. C'est ça, pour vous. Et il n'y a pas de contrôle. Non. Ou bien toute la chaîne est corrompue. Mais bien sûr. Jusqu'au sommet. Toute la chaîne est corrompue. J'ai travaillé, donc, si vous voulez, avec, par exemple, avec le ministère de l'eau, pour vous donner un exemple concret. Je vous donne un exemple, puisque ça a rapport avec Mme Ravatmang. J'ai discuté avec un des responsables du ministère de l'eau, puisqu'il y a un appel d'offres pour acheter des 4x4. Et vous savez que sur les 4x4, il y a ce qu'on appelle le garde-boue, qui est de 32, 33, 34, 35. Mais ils ne sont pas tous les mêmes, toutes les marques. Il y a Toyota, c'est 33. Eh bien, ils ont mis dans l'appel d'offres, dans le cahier de charge, il faut que le garde-boue soit de 33 cm. Et donc, c'est Mme Ravatmang qui a tout le marché. Puisque ni Mitsubishi, ni les autres, pour ne pas citer des marques, ils ne sont pas qualifiés. Donc, vous savez, c'est toujours comme ça. La difficulté qu'il y a, M. Soligny, à comprendre et ce qui s'est passé, enfin, le pourrissement de la situation qui est allé jusqu'à la chute du président, c'est que la révolte a germé, ça se voyait, on voyait les signes, et il n'a plus rien fait. Oui, parce qu'en fait, il y a 2 choses qu'il faut bien comprendre. La première, c'est que Madagascar est confronté à des problèmes structurels. Donc, il ne faut pas tomber dans des ad hominem et polariser sur le président Hans Rajwen. Ce serait une erreur de dire ça. Et ce ne serait pas tout à fait honnête. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'Hans Rajwen, quand il est arrivé au pouvoir, vous savez, en Afrique, il y avait un peu cette vague, à un moment donné, c'était les plans émergence. D'ailleurs, on n'en entend plus parler. Si on regarde un peu en Afrique... Qui étaient des slogans comme ça. C'était les slogans, il y en avait partout. Il y avait le Gabon émergent, oui, bien sûr, il y avait le plan Sénégal émergent. 2025, 2035, etc. Il y avait cette propagation de plans d'émergence. C'est la mode. Et donc, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il pensait, et encore, il a failli dans ça, parce qu'il voulait mettre en place donc, des politiques d'infrastructure. Mais quand on regarde son plan émergence Madagascar, il n'y a que 15% de réalisation du plan qu'il a voulu faire. Déjà, c'est ça, c'est la première chose. Et à un moment donné, quand vous basculez sur un second mandat, qu'il n'y a pas de politique d'État-providence, vous avez une population à 80% qui vit avec moins de $2 par jour. Ce n'est pas possible, ce n'est pas entendable. C'est là qu'en fait, il n'y a pas eu de réponse politique. Parce que Madagascar, ce que disent, il y a eu des travaux, il y a eu de la recherche, comment un pays insulaire
peut s'appauvrir comme Madagascar, alors qu'on n'est pas dans le Sahel, on n'a pas d'ennemis géopolitiques. Il n'y a personne qui peut empêcher à ce qu'on puisse se développer. C'est pour ça que quand on se rajeune, malheureusement, on peut dire qu'il faisait des effets d'annonce de la communication. Quand il disait qu'en 5 ans, je peux relever le pays, c'est possible potentiellement, mais pas malheureusement avec les équipes qui l'entouraient, pas possible dans l'état actuel et cette classe politique et le système que dénonce cette jeunesse. Madame Razoari Soa, au fond, il a mal évalué la situation. Je veux dire, il pensait qu'avec une répression par les forces de l'ordre, la situation allait... Justement, ce n'est pas lui qui a réprimé. À qui profite le crime si jamais en fait la situation dégénère? Il avait appelé, juste avant cet épisode de Colonel Miracle, il avait appelé tout le monde à discuter. Donc, s'il appelle quelqu'un à se concerter, il n'a aucun intérêt. Il sait très bien, si jamais il y a des morts, c'est lui qui va sauter. Mais non, ça, je pense. D'accord. Non, ça, je pense que c'est. Je te dis, c'est une chose, la conviction que tu peux avoir par. Non, c'est pas une conviction. Non, c'est pas une conviction. Tu es complètement en train de biaiser la réalité. Non, ne biaise pas la réalité. Qu'est-ce qui a empêché les gens qui voulaient manifester systématiquement? C'est toujours non, non, non. Quand c'est le sien, OK, vous pouvez y aller. Ça, c'est la première chose. Quand c'est ses partisans. Quand c'est partisans, c'est OK, ils peuvent occuper des places. Mais quand ce sont les partis adverses, niet. Et pour juste revenir un petit peu, parce que Grégory a dit quelque chose d'important. Oui, la question structurelle, la dimension structurelle de la crise. J'ai fait partie des gens qui ont été convoqués par le SADC pour discuter sur la situation structurelle et tout ce qui est politique de Madagascar. Et on nous a donné 2 feuilles, A4, sur lesquelles il y a 25 questions qui étaient des KPI donnés par le SADC. Et ils nous ont demandé de cocher celles qui ont été réalisées et ceux qui n'ont pas été réalisés. Il y en a 5 sur 25, simplement, qui ont été réalisés. Et c'est pareil aussi avec l'OIF, j'ai été aussi là-bas, et bien c'est exactement pareil. On nous donne toujours les mêmes réponses. En quoi est-ce que ça s'explique structurellement? Pardon? En quoi est-ce que le non-respect des engagements s'explique-t-il structurellement chez vous? C'est-à-dire il faut des personnes qui travaillent. Puisque la SADC, disons, si vous voulez, puisque le problème qu'il y a, disons, si vous voulez, on va en parler tout à l'heure, c'est que la situation, le système qui est tel aujourd'hui à Madagascar ne permet pas du tout de nous évoluer. Si on aime son pays, on peut être pour tel ou pour tel. C'est pour ça que je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Ce qui m'intéresse, c'est mon pays. Je dis comment le sortir. Le système aujourd'hui est complètement biaisé. On a une loi qui définit. Si tout le monde appliquait cette loi correctement, on évoluerait. Mais le problème, c'est que, comme vous dites, si jamais chacun essaie de tirer la couverture de son côté et joue avec la Constitution, donc il y a quand même la Haute Cour constitutionnelle qui est là. Donc le problème se pose aussi. Oui, c'est si les gens ont biaisé la Constitution... Qui ont nommé les membres de la Haute Cour constitutionnelle, ce sont vraiment des équipes pro-graduelles. C'est qui a accepté sa candidature en 2000. Malgré sa double nationalité. Oui, c'est qui a validé sa réélection. Mais il y a un volte-face de la HCC il y a 2 ans plus tard. 2 minutes simplement sur cette double nationalité. Oui, il y a un volte-face, mais pourquoi? Pourquoi? Il y a question d'intérêt. S'il vous plaît. Voilà. Sur la question de la double nationalité. C'est un packaging qui a été fait en 2009 entre la France et Razuel. Il s'est dit, moi, je veux bien me lancer, mais si jamais ça ne marche pas, vous me donnez la nationalité pour que je puisse m'enfuir. Non, mais il a été naturalisé en 2014. Oui, mais ça a été justement, c'est la suite de 2009 qui a été déjà acté, ça. Ah. Non, mais... Donc parce qu'il prévoyait... Il était en 2009. Non. Il était à l'ambassade de France. Et à Antananarivo. Antananarivo, voilà. Il n'était pas encore français à l'époque. Justement. Oui, il est devenu français en 2014. Qui était derrière lui en 2009. Donc vous pensez qu'il s'est prémuni de la nationalité française? Bien sûr. Et ça, c'est historiquement, vous pouvez faire des études là-dessus. C'est un faux problème. Et vous allez répondre après une coup de pause. Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de notre émission. Tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA
la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Troisième partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à Madagascar, la grande île qui a connu un changement de pouvoir en octobre dernier. Une révolte populaire a chassé du pouvoir le président Andy Rajoelina, remplacé désormais par un colonel de l'armée malgache. Mes chers invités, vous avez dit dans la deuxième partie, en tout cas dans la partie précédente de cette émission, deux choses capitales qui peuvent paraître aussi angoissantes, puisque ça donne l'idée qu'on a affaire à une fatalité. Vous dites, ce n'est pas un changement de pouvoir le problème véritable à Madagascar. Il y a des problèmes structurels qu'il faut régler. Si on ne les règle pas, peu importe qui est au pouvoir, ça ne changera rien. Monsieur Deveau, vous dites, les lois ne sont pas adaptées. Et votre compatriote vous répond, ce n'est pas une question de loi, c'est juste une question de respect des lois. Voilà. Comment on se situe par rapport à ça, monsieur l'analyste? Je pose une question. Qu'est-ce qui est le premier à ne pas respecter la loi? D'accord. C'est ça la question. Bon, maintenant, puisque cette partie est consacrée au défi du nouveau pouvoir, on commence par où? Voilà, la bonne question. Je dis, quel est le rôle de la corruption dans le système malgache aujourd'hui? Mais avant toute chose aussi, le nouveau régime s'appelle la refondation. Ils appelaient la refondation de la République de Madagascar. Oui, mais les mots comme M. Soleni l'a dit, on nous a parlé de comment émergence 2025, 2035, voilà, refondation, tout ça. Ce sont des mots, mais les vrais problèmes, c'est comment on s'attaque aux problèmes à la racine. Je pense qu'on l'a dit ici, on est tous d'accord autour du plateau. On a un problème de système et on a un problème d'hommes, donc in fine un problème de classe politique. Ça, c'est un constat. Moi, ce que je constate, si on regarde l'histoire et ce qui s'est passé, cette crise qu'on a vécue et le soulèvement initié par la Gen Z me fait penser à ce qui s'est passé en 72 et on retrouve un peu les mêmes enjeux. Oui, c'est vrai. En 72, vous le disiez, en 72, on dénonce notamment les accords de coopération de Philibert Tsiran et cette proximité, cette accointance qu'on a avec la France pour dire on veut plus de souveraineté. Et derrière, ça génère notamment le colonel Ramanansou et puis un peu plus tard Didier Ratsirk. Maintenant, aujourd'hui, on se retrouve un peu dans la même situation. La jeunesse, mais aussi toute la population, parce qu'on parle beaucoup de la jeunesse parce qu'elle est à 2/3, elle représente 2/3 de notre population. Bien sûr. Mais elle veut plus de ce système-là, elle veut un changement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est très vigilante de ce qui se passe. Comme tous les jeunes du continent actuellement. Exactement, voilà. Donc elle regarde pour rester comme une sorte de garde-fou. Et maintenant, on va voir ce qui va se produire avec le président Randrianirine pour voir si on peut voir quelque chose. Mais l'autre vigilance qu'on doit avoir et qu'on retrouvait aussi en 72, on n'est pas à l'abri de ce qui s'est passé en Afrique, notamment avec les juntes militaires, où là, on sait qu'il y a un appel de la Russie. On sait que potentiellement, ce régime peut s'inféoder à ce qui se passe en Russie, et ça, c'est dangereux pour Madagascar. Et s'éterniser au pouvoir. S'éterniser au pouvoir, mais même parce que là, ils se sont donné 2 ans. Oui, mais même en termes de politique, quand vous avez quand même Michael Randrianirine qui accorde sa première interview à Sputnik, c'est pas anodin. Et qui reçoit l'ambassadeur de Russie en premier. Et reçoit l'ambassadeur de la Russie, exactement. Donc là, moi, je pense, j'attire la vigilance parce qu'il y a un jeu géopolitique. On sait ce qui se passe à l'international. Et Madagascar n'a aucun intérêt à entrer dans ce jeu et à prendre parti, encore moins pour la Russie. Vous qui avez fait l'Institut d'études politiques, c'est ça l'éternel problème. On se jette dans les bras des militaires, pensant trouver, et ça vous donnera raison,
Mais j'ai raison pour beaucoup de choses. Pensons trouver la solution avec eux, et après, c'est eux qui verront encore davantage le système, et c'est ça durablement au pouvoir. C'était le cas déjà après la crise de 70 avec le directoire militaire. Il y a peu le changement de régime. On était socialiste à l'époque. On s'est rapproché du bloc socialiste de l'URSS. Et maintenant, avec cette vague de militarisation du pouvoir en Afrique, comme le cas Burkina Faso, Mali, la Guinée. Les réalités ne sont pas forcément les mêmes. Et comparaison n'est pas raison. Mais comme avec le premier interview, la visite de l'ambassadeur de Russie. Mais pour le moment, le président, Michael Rengenieri, il n'a pas vraiment annoncé la ligne diplomatique du nouveau pouvoir. Mais on sent aussi qu'il y a vraiment les Occidentaux. Il y a l'Union européenne à Madagascar qui essaie un peu de garder un peu cette question de la diplomatie avec Madagascar. Il y a actuellement, on sent qu'ils ne condamnent pas directement le nouveau régime. Juste, si je permets, Richard. Non, il n'a pas fini. On le laisse finir rapidement. Il y a toute la diplomatie occidentale, il y a l'Union européenne, la France, les États-Unis. Contrairement en 2009. Oui. Il y a vraiment... Et vous, votre sentiment, c'est lequel? Ils vont respecter les 2 ans et partir? Non. Pour le moment, ils ont annoncé ça. Oui. Ils vont respecter les 2 ans pour essayer de changer la Constitution et organiser une élection libre et transparente. On sait bien en Afrique, c'est quoi une élection libre? Et où le colonel va devenir civil, va changer le cas. Pour le moment, on ne peut pas dire s'il va changer ou pas. On ne peut pas dire ça va changer. Mais il y a 2 questions essentielles, s'il vous plaît. On sait ce qui a provoqué la chute du président précédent. Oui. Donc, pour l'éviter, est-ce que nous avons, au moment où nous sommes en train de faire cette émission, la capacité d'offrir aux Malgaches de l'eau et à bref échéance, de toute façon, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Si ce qui est demeure, on aura les mêmes résultats. Au moment où on est en train de faire cette émission, est-ce que les mesures sont prises pour que ces problèmes essentiels, vitaux soient réglés? Le président vient de donner 2 mois à ses ministres. Non, écoutez... Moi, en tant qu'entrepreneur, j'essaie d'être pragmatique, disons, je suis un entrepreneur, je regarde ce que c'est pour l'entrepreneuriat. Puisque l'objectif, c'est quoi? C'est le développement économique, c'est la création d'emplois, c'est des investissements, c'est des financements. C'est ça. Okay? Or, dans tout ce système qui existe aujourd'hui, tout est entouré de la corruption. Tant qu'on ne lutte pas contre la corruption, quel que soit le projet que vous voulez mettre en place, ce sont des projets mort-nés. Donc, le propos est très clair. Donc, à partir de ce moment-là, quelle est aujourd'hui la priorité de l'État, quel qu'il soit, que ce soit les militaires ou quelqu'un d'autre? Je dis, c'est comment d'abord lutter. C'est-à-dire, il y a deux pôles. Il y a le pôle anticorruption, après il y a le pôle au niveau du système. C'est-à-dire, c'est quoi le deuxième? Le premier, c'est la corruption. La deuxième, c'est faire une élection, revoir l'élection qui soit valable pour tout le monde. Et dans cette élection, ce n'est pas un homme qu'on doit élire, c'est un projet. Un projet, une vision. Voilà. Et puis on regarde, on revise la liste électorale. Vous n'êtes pas, vous semblez... Non, en fait, déjà... La question de la corruption, ce n'est pas une question sur la question de la corruption, malheureusement, en fait, les faits sont avérés. Au niveau des administrations, je ne reviens pas sur ce qui a été dit là-dessus, mais par contre, je voudrais dire, quand vous parlez de projet et où va le gouvernement actuel, le début de ce coup d'État, ça a été les revendications de la Gen Z. C'est vrai. Pour l'eau, pour l'électricité et pour une vie décente. Bien sûr. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de perdre du temps à essayer de courir après tous les gens qui étaient au pouvoir avant, à faire des perquisitions qui ne sont même pas régulières, qui ne sont même pas légitimes. Il y a des gens qui arrivent cagoulés pour aller faire des perquisitions, qui prennent les voitures, il n'y a pas de mandat, il n'y a rien. Je suis désolée, quand on cherche, au lieu de se polariser sur ce qui pose problème aux Malgaches, là on est en train en fait de faire la chasse aux sorcières pour essayer de grappiller des sous. Si l'idée c'est de lutter contre l'impunité et de faire en sorte que ceux qui ont détourné de l'argent ramènent l'argent public dans les caisses de l'État, vous êtes contre ? Non, je ne suis pas contre du tout. Mais là, pour l'instant, ce que je vois en fait, c'est, comme on dit chez nous, c'est des crocodiles affamés. D'accord. Ils ne se préoccupent absolument pas des Malgaches, des problèmes en fait qui sont à l'origine de ce coup d'État.
Mais là, on cherche, à chaque fois qu'on parle, on parle de comment on va faire rapatrier les 5 milliards. C'est important. Sans ça, on ne peut pas donner l'eau. Ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où on dit, bon, on est là pour l'électricité, pour l'eau, le président avait déjà commandé du matériel pour l'électricité, mais qui n'avait pas pu être rapatrié du fait des infrastructures, parce que c'était des turbines trop lourdes, et donc on ne pouvait pas les acheminer, donc il fallait d'abord sécuriser l'acheminement. Mais là, quand je dis, et puis attendez, quand vous avez des repris de justice dans le gouvernement, vous croyez qu'ils deviennent des agneaux? Moi, je demande à voir. Je saute là-dessus, Richard, 2 minutes. Oui, allez-y très rapidement. Parce que moi, quand j'écoute la frangine qui est à côté, je dis, elle est par la conviction, mais non pas par une analyse objective. Non, je suis désolée. Non, tout ce que tu reproches, c'est exactement ce que fait le gouvernement de Raduel. Où, par exemple, sont passés les 36 kilos d'or qui étaient au ministère des Mines, et du temps où le Premier ministre est en même temps ministre des Mines. Les 36 kilos d'or sont devenus des cuivres dans le coffre. Et qu'est-ce qu'on a fait? Quelqu'un a troqué, Oui, mais qui était le responsable? Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on est capitaine d'un bateau, d'un navire, on assume tout ce qui se passe là-dedans. On ne va pas dire c'est la faute de ceci ou du mécanisme. Mais on est totalement d'accord. Voilà. Le poisson pourri par la tête. Et donc, si on assume pas cette responsabilité, je dis on ne peut pas avancer. C'est pour ça que je dis il faut être objectif dans l'analyse, il faut être pragmatique si on veut sauver le pays. En réalité, la question de la lutte contre la corruption, toutes les études sociologiques et même politiques le montrent. Si vous ne sanctionnez pas sévèrement, tout le monde est porté à avoir des faveurs, à se créer des faveurs. Mais on y renonce quand on sait que la sanction derrière sera impitoyable. C'est pour ça que son idée de capitaine du navire vaut, si vous qui êtes le capitaine, vous ne sanctionnez pas sévèrement, pourquoi le simple fonctionnaire se priverait quand il sait qu'en haut, le directeur se gave en toute impunité? C'est ça la question. Surtout, Richard, ce que les gens oublient, dans la corruption, il y a des corrompus et des corrupteurs. Oui. Normalement, ces corrupteurs, qui sont-ils? Ça, si on ne nomme pas ça, on ne peut pas résoudre la corruption. C'est vrai. Monsieur Soloni, très rapide, la difficulté qu'on a, puisque c'est vous le premier à avoir évoqué la dimension structurelle des problèmes que vous vivez. L'actuel président, quelques jours avant, il ne savait même pas qu'il serait président. Oui, bien sûr. Oui. Bon, comment tu peux gouverner normalement et correctement quand quelques jours auparavant, tu ne sais même pas que tu seras président? Oui, vous avez raison, et ce que vous soulevez, c'est tout à fait légitime. Mais en fait, l'impréparation qu'il a, c'est la même impréparation qu'il y avait précédemment, sur Hans Rajwen. Quand on entend Hans Rajwen qui avait dit dans les derniers jours qui ont précédé son départ, si d'ici 1 an je ne résous pas le problème d'électricité, vous pouvez me virer. Ça va tout dire. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une impréparation. Si on dit que les défis sont immenses pour la nouvelle classe politique, c'est clair qu'ils sont très grands. Après, je pense qu'il va y avoir une très grande vigilance parce que il faut quand même analyser ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux et ce phénomène de la Gen Z. C'est vrai. C'est quelque chose de nouveau et je pense même que c'est quelque chose qui fait peur à la classe dirigeante. Oui. Donc la question, ça va être de savoir, est-ce que la classe dirigeante est prête à faire comme avant? Parce que je pense qu'il y a quand même un coup près avec une sanction derrière qui peut arriver. Et c'est ça qui peut nous laisser un brin d'optimisme. Oui, mais par contre, les militaires, eux, ils ont une approche différente. Eux, ils ne sont pas comme les civils. Ça aussi, oui, mais les militaires... Ça c'est exactement, c'est vrai. Par contre, juste 2 choses, parce que je pense que c'est très important. Aujourd'hui, il y a le nouvel ordre mondial. Parce qu'on s'est posé la question si on se tournait vers la Russie. Non, on se tourne vers le global sud. Okay. Mais non pas vers la Russie. C'est-à-dire Brésil, économiquement, Brésil, l'Inde, etc. Tout ça, quoi. De toute façon, en géopolitique, on parle avec tout le monde. Oui, il n'y a même pas de global sud, c'est tout le monde. On parle même avec la France. La France, aujourd'hui, c'est un grand partenaire économique. Les deuxièmes exportations, c'est vers la France. C'est le 6e fournisseur. On traite avec la France. On ne faut pas être dans la politique du ressentiment. Voilà. Il faut qu'on arrête d'être dans l'émotionnel. L'émotionnel tue à Madagascar et tue en Afrique. Ça, il faut arrêter. La bonne nouvelle, c'est que le potentiel est là. Le potentiel est là. Oui, ça. Mais vous n'êtes pas un pays extrêmement pauvre. Je veux dire, il y a tellement de potentiel, à commencer par le potentiel touristique. Et vous savez, Richard, les Malgaches, vous savez que la diaspora, elle représente 200 000 personnes ici sur le territoire français. Parmi cette diaspora, vous pourrez voir, même sociologiquement,
beaucoup des Malgaches occupent des bons postes, des postes de cadre. Ce n'est pas une migration de pauvreté. On est la première diaspora à avoir beaucoup de cadres, en fait. Et on est reconnu pour ça. Comment, avec cette diaspora, comment, avec les ressources locales, on n'arrive pas à reconstruire ce pays. C'est pour ça que la corruption, il faut insister là-dessus. Votre dernier mot, malheureusement, nous sommes à la fin de cet échange sur votre pays. Madagascar, nous l'avons dit, le potentiel est là. Il faut juste changer d'approche. Et s'il y a un point important qu'on a retenu dans cette émission, c'est de renforcer la lutte contre l'impunité et contre la corruption. Et surtout aussi, le changement de mentalité. Oui, c'est le mindset, c'est important. Il faut qu'on sorte de la logique partisane, la logique de supporterisme, d'être derrière un homme. L'homme providentiel, ça ne va pas résoudre les problèmes de Madagascar. Il faut voir ce qu'il y a de mieux pour le pays et comment on peut y arriver. Merci. Moi, j'ai envie de terminer, juste si tu permets. Oui, bien sûr. Les pays qui n'ont pas d'or ont des réserves d'or. Les pays qui ont de l'or, ils n'ont pas de réserve d'or. Alors que aujourd'hui, vous savez qu'un kilo d'or bancaire, ça vaut 123 000 euros. Ah ouais. Et nous, on peut extraire 20 tonnes par an. 20 tonnes d'or? Oui. Plus le cobalt, plus le nickel. Donc, c'est un scandale si le magasin est pauvre et ne se soigne pas. Ça, c'est l'économiste qui parle. Si on adosse l'arrière sur des réserves d'or, eh ben, le cours de l'euro... La monnaie locale, vous voulez dire? Voilà, oui, va diminuer. Ça, c'est la première chose. Et pour tout ce qui est projet d'investissement public, l'État est capable, à partir de ce moment-là, d'émettre des bons de trésor adossés sur l'or. Eh bien, vous allez voir que tout le monde va venir financer les bons de trésor. Les solutions existent, finalement. Mais les solutions existent. Il y a des ressources endogènes phénoménales. On a les ressources humaines nécessaires, que ce soit à Madagascar ou au sein de la diaspora. Bien sûr. On a toutes les ressources naturelles, minières et ressources touristiques. Et de belles plages. Mais comment elles sont gérées? C'est ça, en fait, oui, bien le sûr. problème. En tout cas, merci d'avoir participé à cet échange. C'est réjouissant de savoir que le malade sait de quoi il souffre. Ouais. Et quand on sait de quoi on souffre, on est guéri à moitié, déjà. Pour commencer, on ne se trompe pas de diagnostic. On va souhaiter que la deuxième moitié du processus de guérison soit... Mais en tout cas, merci à vous d'avoir participé à cet échange. Mesdames et messieurs, oui, vous voulez dire, vous ajoutez une seconde? C'est ça qui est bien, ce que je dis, comme absolument. a dit, hein, on a des points différents, mais... La destination est la même. Voilà. Exactement. On a le même objectif. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour a été consacré à Madagascar. Je rappelle que notre chaîne est désormais sur le bouquet Canal+, canal 573 et sur Free, canal 426. Merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence.